On va continuer d'évoquer la crise agricole, les blocages en ce moment pour dire stop aux abattages, pour contrer la dermatose nodulaire. La ministre de l'Agriculture était il y a quelques minutes l'invitée de BFM TV, Annie Genevard, qui est du côté de Toulouse. Elle poursuit ses réunions avec les agriculteurs. On va retrouver Angile Ouattara sur place pour BFM TV parce que justement, elle tient à maintenir ce dialogue, la ministre, avec les représentants syndicaux agricoles. Oui, exactement. C'est ce qu'on ressort d'une journée sur le terrain pour Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. Effectivement, alors on sait qu'elle s'est rendue cet après-midi, notamment auprès d'éleveurs. Maintenant, le lieu est resté secret et tout ce qu'on a pu savoir en discutant notamment avec l'entourage de la ministre, eh bien, c'est que c'était une séquence empreinte d'émotion, avec énormément d'émotion et surtout un dialogue et une oreille attentive aux propositions qui peuvent être faites. Maintenant, la stratégie, à l'heure qu'il est, eh bien, elle reste vaccinale. Elle ne change pas énormément et notamment sur la question des abattages. Je vous propose d'écouter la ministre qui était sur notre antenne il y a quelques minutes. Des éleveurs, évidemment, et on peut les comprendre, voudraient une alternative. Ils ont fait plusieurs propositions différentes. Elles seront expertisées scientifiquement, mais je ne peux pas, à date, abandonner une stratégie qui fonctionne sans savoir si les alternatives qu'ils proposent fonctionnent. Ce qu'il faut, c'est choisir la stratégie qui sera la plus efficace. Et je vous assure que moi, je n'ai pas accepté ce poste de ministre de l'Agriculture pour abattre des animaux. Je comprends qu'ils espèrent une alternative. Mais dans cette affaire, il faut bien regarder pour prendre les bonnes décisions qui soient les plus protectrices. Voilà, sur l'abattage, la ministre parle même effectivement d'événements traumatisants. Ce sont les mots qu'elle a utilisés tout à l'heure. Maintenant, voilà, les réunions se poursuivent. Elle est actuellement en préfecture de Haute-Garonne, entourée de vétérinaires. Alors Gilles Ouattara en direct de Toulouse pour BFM TV. Alors on va continuer bien sûr de parler de ce qu'a annoncé la ministre Genevard, à savoir la vaccination, priorité à la vaccination, près d'1 million de bêtes vaccinées, c'est l'objectif dans les régions concernées. Est-ce que c'est la bonne stratégie? On accueille le porte-parole de la Confédération paysanne. Il y a deux syndicats qui sont mobilisés ce soir, c'est la Confédération paysanne et la coordination rurale. On voit aussi que certains responsables de la FNSEA sont en train de rejoindre le mouvement. On sera dans le Gard dans un instant. Mais vous avez été convaincu, Thomas Gibert, par les propos de la ministre ? Non, malheureusement, on voit bien qu'elle reste sur le même dogme d'une politique sanitaire qui est basée sur l'abattage total, alors même qu'on a des preuves scientifiques qu'il est avec une couverture vaccinale large. Elle a dit qu'elle allait l'étendre. Mais malheureusement, nous, ça fait des mois qu'on réclame l'extension de cette vaccination. On nous a pourri en disant qu'on était inconscient, alors que on voit bien que la solution c'est le vaccin. Donc on a tardé à réagir depuis le mois de juin, alors bien sûr, plus massivement. Et c'est terrible. Et surtout que une seule voix a été entendue, c'est celle des responsables de la FNSEA, alors même que nous étions une majorité du monde paysan à demander cette couverture vaccinale sur l'ensemble du territoire. Mais attendez, il y a 16 millions de bovins. On ne vaccine pas comme ça du jour au lendemain 16 millions de bovins. Excusez-moi, mais c'est pas la première fois qu'on a une crise de DNC sur le territoire français, je tiens à le rappeler. Il y a déjà eu une crise à La Réunion en 1992, et figurez-vous qu'à ce moment-là, les militaires avaient été appelés pour cette campagne de vaccination. Oui, mais pourquoi ne peut pas... On n'avait pas abattu les troupeaux à l'époque ? Les troupeaux n'étaient pas abattus, étaient envoyés à l'abattoir pour la consommation humaine. Ensuite, les éleveurs avaient une indemnité de 1 800 € à l'époque par animal. Et surtout, quand on demande aux éleveurs et aux éleveuses de La Réunion, cette crise sanitaire n'a pas été un traumatisme. Et ça, c'est vraiment ça aussi qu'on veut mettre en avant. C'est qu'il y a une autre manière de faire. Une autre manière de faire. Alors, est-ce qu'on a tardé en fait, la problème... Bon, ça, c'est pas une question qui concerne les vétérinaires. Savoir si le choix stratégique de la filière
était de perdre le statut indemne de la France, ça concerne pas les vétérinaires. Pour le coup, la vaccination, quand on vaccine, on sait qu'on ne garde pas le statut indemne du cheptel français. Donc c'est effectivement un des éléments qui a été dans la balance, et la décision de la stratégie, elle a été établie. Donc il y a des considérations économiques, il faut le dire aussi. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, c'est des considérations pour lesquelles les vétérinaires n'ont pas rentré en ligne de compte. Mais ça peut expliquer un retard dans la vaccination. Et du point de vue sanitaire, c'était ce qu'il fallait faire. Alors, du point de vue sanitaire, en ayant l'objectif fixé par la réglementation européenne d'éradication de la maladie sur le territoire national, effectivement, la stratégie qui a été mise en place, en tenant l'objectif de garder le statut indemne de la France, est une stratégie qui était cohérente. Donc d'ailleurs, on l'a bien vu dans les Savoies, en quelques semaines, le problème a été réglé, entre guillemets. On a eu un certain nombre de foyers, et quand l'immunité vaccinale a été mise en place, et pour répondre à votre question tout à l'heure, oui, le vaccin, c'est la première des mesures à mettre en place. Pour autant, dans les objectifs qui étaient fixés, l'abattage des troupeaux pour éteindre, entre guillemets, les sources virales au sein des foyers, c'était la solution qui correspondait à la recherche de l'objectif poursuivi. On a assez de vaccins disponibles. La ministre a dit entre 800 000 et 1 million de bêtes seront vaccinées dans les prochains jours. On a vraiment les doses. Alors, je n'ai pas été vérifié. Et les hommes et les femmes pour vacciner. J'ai pas été vérifier le stock des vaccins dans les frigos. Tout ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, jusque-là, ça n'a pas posé de difficulté la mise en place du vaccin. C'est même plutôt bien accepté par les éleveurs, puisque pour le coup, ça fait partie du pilier des mesures, et ça fait partie du pilier des mesures que tous les éleveurs appellent de leur vœu. C'est la mise en place de la vaccination. Donc ça ne pose pas. C'est un vaccin qui est sûr, qui est efficace ? Alors c'est un vaccin qui a quelques effets secondaires qu'on peut pas nier, mais c'est un vaccin qui est sûr, qui est efficace. Aujourd'hui, on l'a bien vu dans les Savoies. Aujourd'hui, qui est produit par qui ? Alors c'est un laboratoire américain, et on avait un laboratoire sud-africain au tout début de l'arrivée. C'était un stock stratégique de l'Union européenne. Juste pour qu'on ait un ordre d'idée, vous qui êtes vétérinaire, oui. Des vaccins dans le frigo, vous en avez pour combien de bêtes là, par exemple? Non, mais on est livré exprès par l'État. C'est pour savoir comment ça fonctionne. On est livré en fonction du nombre de cheptels qu'on a à vacciner. On va aller sur l'A64, retrouver Marion Russell en direct pour BFM TV. Alors l'A64, c'est vraiment le point stratégique, névralgique. C'est du côté de la Haute-Garonne. C'est Carbone. C'est là que part le mouvement, les derniers mouvements, avec la tête d'affiche qui est Jérôme Bail. Qu'est-ce qu'on dit là-bas ce soir, Marion ? Eh bien, vous le voyez juste derrière moi, il n'y a pas vraiment de signe qu'on est prêt à lever le camp. Ici, malgré les mots d'Annie Genevard, eh bien, elles n'ont pas vraiment convaincu. Quelques agriculteurs l'ont suivi sur les téléphones des manières qu'ils pouvaient ici sur place. Mais vous voyez, la mobilisation, elle continue et elle ne faiblit pas. Je suis avec Jean, qui est éleveur, lui, de brebis, donc pas concerné par la DNC directement, mais vous êtes venu en soutien. Vous avez connu aussi avec vos brebis une crise sanitaire. C'est important d'être ici. Oui, nous voilà, on a été en difficulté l'année passée avec la fièvre catarrhale, donc on a lutté contre cette maladie, donc c'est une maladie qu'on connaît plus et qu'on sait un peu mieux gérer, mais voilà, là en solidarité vis-à-vis des copains, des voisins, c'est sûr que c'est important d'être là, de montrer qu'on est quand même un monde agricole qui reste une petite échelle vis-à-vis du nombre de personnes en France, mais où si nous on n'est pas solidaires entre nous, ça devient compliqué d'avoir de la solidarité autour. Annie Genevard dit il y a assez de vaccins, on va vacciner plus, tout en refusant de vacciner toutes les bêtes. Est-ce que pour vous c'est une réponse qui est entendable? Est-ce que c'est quelque chose qui vous satisfait ou pas du tout? 6 mois de retard, dirons-nous, puisqu'il y a des cas depuis juin, donc pourquoi n'a-t-on pas vacciné partout ailleurs? N'a-t-on pas vacciné ici dès le premier cas qui est arrivé il y a quelques semaines? Voilà, alors oui, des vaccins, c'est ce qui a été réclamé ici. Je rappelle que la semaine dernière, les Ariégeois ont demandé les vaccins, on leur a refusé, et 3 jours après, on leur a dit vous allez être obligés de vacciner. Donc bon, voilà, je pense que c'est un peu... elle essaye de mettre un couvercle sur la marmite, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, le couvercle il risque à s'envoler. Donc voilà, c'est entendable, oui, mais est-ce que ça va calmer les choses? Ça, c'est quasiment sûr que non. Et on vous entend bien cette colère qui continue de s'exprimer ici sur la 64, endroit symbolique de la contestation agricole, mais il y a aussi d'autres gens, des civils qui viennent aussi pour témoigner de leur soutien. On a vu aussi des restaurateurs venir pour apporter à manger, par exemple, et vous le voyez ici, on est en train de s'organiser pour passer la soirée. Le repas du soir est en train d'être préparé, les lits de camp en train d'être installés pour occuper la place et rester toute la nuit et être encore là demain.
Merci Marion Russet. Mais Thomas Gibert, porte-parole de la Confédération paysanne. Tout à l'heure, il y avait des viticulteurs qui arrivaient du côté de Bordeaux aussi. Ça veut dire que le mouvement qui est parti pour des éleveurs, il peut s'étendre ? Bah bien sûr, clairement, le fond de toute cette crise-là, ça reste la colère agricole qui a commencé déjà il y a 2 ans. Et je voulais revenir sur le choix de cette politique sanitaire qui a été fait en fonction de considérations économiques. En réalité, il a été fait sur une certaine vision de l'économie. C'est-à-dire, il a été basé sur le dogme du libre-échange qui fait qu'on a basé notre élevage sur l'exportation et qui, du coup, impose des politiques sanitaires qui sont inhumaines, et drastiques et inefficaces. Oui, mais qu'est-ce que vous proposez, vous ? Parce que vous avez entendu la ministre qui a dit on va étudier scientifiquement les contre-propositions des syndicats qui sont contre cette stratégie. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Nous, clairement, c'est toujours l'élargissement de la vaccination sur l'ensemble du territoire. C'est quelque chose d'assez basique. Et l'abattage ciblé des animaux malades. Quand vous dites ciblé, attendez, quand vous dites ciblé, c'est-à-dire que comment on cible en fait ? À quelle distance et c'est que dès qu'on voit qu'il y a un animal malade, on va l'euthanasier pour... Donc vous abattez uniquement l'animal touché, contaminé. Oui, tout à fait. Du coup, on passe à côté des animaux asymptomatiques. Or, c'est 30 à 50% des animaux. Mais justement, parlons-en des animaux asymptomatiques. Le problème de l'abattage total, c'est que, par exemple, il peut y avoir très bien des voisins qui auraient des animaux asymptomatiques et qu'on ne va pas voir. Et pourtant, on aura abattu totalement le troupeau d'à côté. En fait, ça n'a pas de sens. Si déjà on limite le risque. Non, puisque en réalité, il reste des animaux potentiellement asymptomatiques. Non, mais Il est quand même très peu probable qu'il y ait des animaux asymptomatiques. Attendez, je veux répondre à votre question, à votre. Si le voisin, il a des animaux asymptomatiques, il est très peu probable qu'il ait des animaux sans lésion. Pour le coup, les données scientifiques montrent qu'on a à peu près autant d'animaux asymptomatiques que d'animaux à lésion. Donc, si dans un élevage il y a des animaux asymptomatiques, il doit y avoir des lésions. Donc non, oui, mais il peut très bien y avoir des élevages où l'ensemble des animaux sont asymptomatiques. Tout est possible, c'est ça que je dis. Oui. Donc, la maladie continuera, malgré l'abattage total, à se diffuser, alors même qu'on a fait de l'abattage total. Et ça, c'est pas compréhensible. Oui, mais pardon, mais comment vous confinez comment vous confinez les animaux qui n'ont pas encore été contaminés? Enfin, en tout cas, il y a un doute, parce qu'on sait que ça passe par les mouches. La mouche, elle ne va pas se confiner. Et combien de temps? Et voilà, et donc c'est ça aussi la limite. Bien sûr, il faut bien sûr éviter le transport des animaux. Ça, c'est la règle numéro 1. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est pas le transport, c'est même le confinement. Comment vous l'organisez concrètement dans une exploitation? Concrètement, dans une exploitation, on enferme les animaux jusqu'à ce que le temps imparti nécessaire est fait. Et je suis désolé, mais il faut que je revienne sur la... Non, mais c'est important, parce que là, il faut être concret. On va laisser les arguments... là, il faut isoler des vecteurs, on ne peut pas les isoler des mouches. Vous savez très bien que dans une exploitation, on ne peut pas les isoler des mouches. Je comprends pas la question. On sait que la maladie elle est transmise par des insectes piqueurs, donc en l'occurrence des mouches. Donc vous les isolez, ok, mais comment vous faites pour que les mouches ne les atteignent pas? Non, ce que l'on fait, c'est que on évite le transport des animaux sur la zone concernée. Mais il n'empêche que la mouche. Non, mais mais la mouche, elle peut venir le piquer et venir piquer les animaux du voisin. On fait beaucoup plus de contrôle sur le transport des animaux et surtout, en fait, l'abattage total, il fait tellement peur aux paysans et aux paysannes que parfois ça pousse à faire des conneries. Et en fait, il est contre-productif dans bien des cas, parce qu'en réalité, on a plus peur de ce protocole sanitaire que de la maladie. Non, mais vous êtes dans une démarche qui est politique. Là, non, mais attendez. Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire quoi, politique? Parce que vous êtes contre le libre-échange. Tandis que là, mais vous plaisantez, j'espère. Mais non, mais attendez, parce que là, il y a simplement le fait que un vétérinaire vous dit vous pouvez mettre les animaux, les confier dans une étable, les mouches, elles sortiront toujours et elles pourront aller dans une étable à quelques centaines de mètres voisines. Et elles pourront contaminer aussi et passer partout par l'étable. Ça, voilà. En tout cas, et ça n'a rien à voir avec le libre-échange. Ça peut se faire d'une ferme à l'autre à 300 mètres de distance. Non, mais soyons clairs, il y a d'autres manières de faire. C'était bien ça la démonstration, pardon. En tout cas, c'est pas une mesure protectrice de les isoler. En tout cas, ce que l'on veut dire... Ce qui n'a rien à voir avec le libre-échange. Je veux bien, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que au-delà d'être une crise sanitaire, c'est aussi une crise politique et de gestion et de gouvernance du monde agricole. Clairement, encore une fois, une seule voix a été écoutée
pour la gestion de cette crise agricole, celle des dirigeants de la FNSEA qui ne suivent clairement pas leur base, puisque je rappelle, sur les blocages, il commence à y avoir des départements. De plus en plus d'adhérents de la FDSEA et des jeunes agriculteurs avec nous, d'ailleurs. Et des jeunes agriculteurs qui sont avec nous. Et aujourd'hui, ce que l'on veut dire, c'est que ce n'est plus possible que le seul interlocuteur du ministère soit ces dirigeants de la FNSEA, sachant que la coordination rurale et la Confédération paysanne, nous sommes majoritaires au sein du monde agricole. Mais on voit quand même que donc il y a une question politique, une question économique, que cette crise sanitaire n'est pas la première qui frappe les agriculteurs. Donc c'est une succession de crises. Et on voit bien que la moindre étincelle peut faire allumer un incendie. Alors la ministre, elle est prudente, on l'a entendu dans ses propos. Elle est à l'écoute, elle dit qu'elle va examiner les contre-propositions, mais en même temps, elle dit voilà, il faut aussi écouter la science. Et donc, voilà. Et pour l'instant, la science nous demande de faire cela. Oui, c'est difficile parce qu'elle défend des arguments rationnels scientifiques, mais dans un débat qui est très émotif, avec un lourd passif pour les agriculteurs. Et ça, elle est la première à le reconnaître. Il y a une crise qui a été mal éteinte, celle de 2024, parce que là où le gouvernement dit les 3/4 des propositions qui avaient été faites à l'époque ont été mises en place, les agriculteurs disent que ce soit sur leurs problèmes de trésorerie ou sur la simplification des normes, ils tardent énormément à voir la différence et qu'ils ont toujours les mêmes souffrances. Donc ça rajoute encore des difficultés, cette crise. Et il faut dire que les autres acteurs politiques mettent de l'huile sur le feu assez sciemment. Jean-Luc Mélenchon dit par exemple que l'abattage systématique des troupeaux si une bête est contaminée est absurde. Je le cite mot à mot. Marine Le Pen dit que le gouvernement n'a pas suffisamment communiqué avec les agriculteurs. Donc après, la ministre a beau essayer de se défaire de tout cela, elle part avec un a priori négatif. Et il faut bien dire aussi que les agriculteurs sont de plus en plus convaincus, notamment par le Rassemblement national, qui a gagné auprès d'eux une certaine approbation, et donc ils sont plus sensibles à des arguments venus de ces camps-là. Mais jusqu'à présent, le premier syndicat agricole, la FNSEA, soutient cette stratégie. Les dirigeants. Alors avec un reproche en disant que le gouvernement a trop tardé à réagir sur la vaccination. On va aller vous le disiez à l'instant qu'il y a de plus en plus localement des dissidents. Des dissidents. C'est Frédéric Cavagna qui est avec nous, président de la FDSEA du Gard. Bonsoir, monsieur Cavagna. Vous avez décidé de rejoindre la contestation, le blocage. Pourquoi ? Première rectification, je suis le secrétaire général du Gard. Mais on a décidé, parce que déjà, première chose, tout agriculteur ne peut pas accepter de voir les images qu'on a vues et ce qui s'est passé dans l'Ariège, premièrement. On ne traite pas les agriculteurs comme on les a traités. Ça passe pas du tout. Surtout Vous voulez parler des blindés, des hélicoptères, des grenades lacrymogènes, ce qu'on a vu ce week-end ? Tout à fait. Alors, quand on voit ce qui se passe, nous, dans la ville de Nîmes et tout, et qu'on n'arrive pas à arrêter un trafic, et on envoie des moyens comme ça qui sont disproportionnés sur les agriculteurs qui défendent leur bistec tous les jours pour essayer de survivre, parce qu'aujourd'hui, le problème de l'agriculture, c'est qu'on ne vit plus d'agriculture. Et quelle agriculture que ce soit, elle est en souffrance depuis des mois et maintenant des années. On voit que rien n'avance. Et aujourd'hui, ça a été, dans mon département, la goutte qui a fait déborder le vase. Mais pourquoi, aujourd'hui, vous ne suivez pas finalement les consignes d'Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, qui dit « Mais attendez, il y a un consensus scientifique, il faut le suivre ». Alors, malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, la dermatose, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Nous, ça fait des mois, des années qu'on est en pleine souffrance. Alors, sur le problème de la vaccination, on a un sujet dans le département, c'est le taureau de Camargue. C'est une race très petite, donc on demande la vaccination pour la protéger. C'est notre patrimoine, premièrement. Et puis après, on a d'autres sujets où je pense que tout le monde est en attente. Il y a un problème de l'eau en Occitanie, on n'a jamais eu de réponse, il n'y a pas un projet qui est sorti du coup. Tout le monde m'appelle, me dit maintenant ça suffit, on ne les croit plus, ça fait 2 ans qu'on a eu des promesses et elles ne sont pas là. On a un plan pour la viticulture, mais aujourd'hui il faut que ça aille vite. La viticulture, ça fait des mois, des années qu'elle est prise.
Et aujourd'hui, il faut que l'État il aille vite. Et on s'est déjà fait, comme on dit chez nous, enfumer là, pendant un petit moment. Là, les collègues, ils sont à bout. Merci Monsieur Cavagna, président de la FDSEA du Gard. Donc on voit bien que cette crise de la dermatose nodulaire, elle est révélatrice d'une crise agricole beaucoup plus large que ça. On va retrouver Clémence Renard en direct de Bordeaux pour BFM TV, juste aux portes de la cité girondine, sur l'autoroute où là aussi il y a un point de blocage, Clémence. Oui, un point de blocage qui s'est installé hier soir. Il y a plusieurs dizaines d'agriculteurs et de tracteurs qui sont toujours sur place. Des agriculteurs qui vont encore une fois passer la nuit ce soir. Moi, je suis avec Sébastien. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes éleveur laitier. Vous, ce qui vous a fait sortir de chez vous une nouvelle fois là, depuis hier, c'est la DNC, qui vous inquiète particulièrement parce que vous aviez déjà vécu la tuberculose en 2022. Et on avait abattu vos vaches aussi. Exactement, oui. Voilà, en 2022, on nous a abattu les vaches, 164 vaches, 4 de contaminés. Donc aujourd'hui, je pense que l'abattage, c'est plus possible. En fait, on est tous là pour essayer de défendre cette cause. Je pense que aujourd'hui, l'abattage intégral des troupeaux, je pense qu'il faut que ça s'arrête, quoi. Voilà. Vous avez 160 vaches aujourd'hui, oui. Des vaches laitières. Tout à l'heure, Annie Genevard a pris la parole, a annoncé que dans les prochains jours, les prochaines semaines, entre 600 000 et 1 million de vaches seront vaccinées. Mais votre département n'est pas concerné, en tout cas pour le moment, par cette vaccination, et ça vous inquiète aussi? Oui, ça nous inquiète parce qu'en fait, aujourd'hui, la TUB, la DNC, moi aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai 160 vaches, quoi faire, je ne sais plus. Dans 15 jours, 3 semaines, je dois refaire un test de la tuberculose. Avec l'épée de Damoclès sur la tête et en fait on a peur, quoi. On a peur que ça arrive et aujourd'hui tout le monde, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, quoi. Donc on défend. Je pense qu'en Ariège ça a été compliqué. Je pense qu'il fallait, pour ma part, je parle pour ma part, je pense qu'il fallait écarter les vaches, faire un confinement, voilà, un confinement comme le Covid, et voir l'évolution que ça prenait. Et je pense que c'était la solution pour voir ce que ça allait donner, en fait. Vous, sur la vaccination, vous demandez l'élargissement de la zone concernée? Oui, bien sûr, bien sûr. 1 million de doses. Aujourd'hui, il y a 16 millions de vaches. Ça va demander 3 semaines, 1 mois. Bon, mais dans 3 semaines, 1 mois, qu'est-ce qui va devenir? On est aux portes du Gers, des Landes. Bientôt, ça va être en Gironde. Et il n'y en aura pas assez. Et ça va demander trop de temps, quoi. Trop de temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, les agriculteurs qui sont donc mobilisés, je vous le disais, hein, ils nous disent et on va rester jusqu'à ce qu'on soit délogé. Donc on peut s'attendre à ce que ce point de blocage reste ici encore pendant plusieurs jours. Merci Clémence Renard, en direct de Cestas, donc en Gironde. Clémence qui est avec Hugo Dorsemène. On va continuer d'évoquer la crise agricole, mais là, les points de blocage, ça concerne la dermatose contagieuse. Là, on va regarder la crise agricole via le Mercosur. Puisque normalement, samedi, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, devrait signer. Sauf que les négociations continuent. Écoutez à ce propos ce qu'en disait la ministre de l'Agriculture, Mme Genevard. Elle était notre invitée tout à l'heure en début d'émission. Ce projet d'accord a été adopté il y a 1 an à Montevideo n'est pas bon et qu'il faut le refuser. Il est trop exposant pour des filières sensibles. On leur impose des normes, des contraintes, des exigences. On leur interdit l'usage de certaines substances. À juste titre d'ailleurs. L'Union européenne a abandonné certains pesticides depuis très longtemps, qui sont encore utilisés dans les pays du Mercosur. Comment peuvent-ils l'admettre? Donc il faut des mesures miroirs. Et puis il faut enfin des contrôles. Parce que toutes les règles du monde ne valent rien si on ne peut pas les contrôler.